Merci de me permettre de m'exprimer ce soir au nom de Fidal. Par contre, tu me confies une lourde tâche, succéder à Monsieur Bernachon. Merci bien, hein, après une brillante intervention comme celle-ci. Moi, ça va être plus prosaïque quand même, parce que ça va être, après cette présentation macroéconomique, ça va être l'économie d'en bas. C'est-à-dire, vous, en tant qu'investisseur, à quel taux vous allez être taxé, quels sont, est-ce que ça va vous rapporter quelque chose, ce bien immobilier, etc. Donc, en fait, je vais faire une présentation sur le plan juridique et fiscal de l'investissement aux États-Unis. Et puis, je vais surtout écarter la photo. Et puis, je vais indiquer ce pourquoi Fidal s'est intéressé à ce marché. En fait, c'est le fruit du hasard. Hein. C'est le fait que certains de nos clients s'y sont intéressés dès les subprimes et que par le biais de mon ami Franck Nogues notamment et d'Antoine Gendre que j'ai rencontré là-bas, on est allé en Floride, disons, sitôt les subprimes. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des opportunités, disons, non négligeables. Alors après, il a fallu voir quel était l'environnement juridique et fiscal et aussi l'environnement économique. Bon, on a été fixé, des clients investis dès 2010 et on a vu les résultats au cours des années qui ont passé. Donc c'est à ce titre qu'on suit des clients depuis 4-5 ans là-dessus. Donc on s'occupe de leur déclaration fiscale, on s'occupe de leur lien avec la société américaine d'Antoine Gendre, hein, voilà, et qu'on a pu voir que les opportunités qui existaient à Miami, disons intramuros au départ, ben, se sont déplacées peu à peu tout au long de la côte de Floride pour remonter jusqu'à Port-Sainte-Lucie et puis au-delà, hein, en passant par West Palm Beach, etc. Et puis maintenant, c'est Détroit. Hein, donc on a vu, j'étais très surpris effectivement de ma visite à Détroit. On a l'impression que Détroit, c'est un peu comme Marseille, les quartiers nord. Bah, vous avez tout un pan de la ville qui, au contraire, est assez luxueux. Un centre-ville qui est complètement rénové, des sociétés qui ont installé leur siège social. Enfin bref, tout ça, Franck et Antoine nous le présenteront. Alors juste un petit mot sur Fidal. Je ne vais pas faire trop la publicité de Fidal parce que Solange m'en voudra. Mais nous, Fidal, bon, ben, je pense que vous nous connaissez. Nous sommes le premier cabinet d'avocats d'affaires en France. Un budget conséquent, près de 1200 avocats répartis sur toute la France, 85 ans d'expérience, hein, et puis surtout la présence d'une équipe de 30 avocats sur Marseille maintenant, pluridisciplinaire bien sûr, que j'ai le plaisir de diriger, et nous sommes à la Joliette. Donc c'est-à-dire qu'on a regroupé les bureaux ex-Marseille, et on a acquis un bureau aussi d'un confrère, et nous sommes tous à l'immeuble L'Astrolabe à la Joliette. Voilà, maintenant je rentre dans le vif du sujet. Alors, on va vous présenter les règles fiscales gouvernant les investissements immobiliers aux États-Unis. On va juste, je vais très vite aborder la notion de résidence fiscale, hein, tout simplement pour que vous ne vous fassiez pas trop d'illusions. Vous ne serez pas résident américain pour la plupart, sauf si vous décidez vraiment d'aller vivre là-bas. Par contre, en étant résident fiscal français, on va voir les avantages que vous pouvez avoir. Donc, en détaillant impôt par impôt quelle est la fiscalité applicable, retenez essentiellement que la fiscalité très intéressante concerne les revenus de location, c'est-à-dire les revenus fonciers. C'est là qu'on a une convention fiscale franco-américaine très intéressante. Par contre, pour le reste, l'ISF, les plus-values, les droits de succession, vous verrez, il y a neutralité complète, c'est-à-dire qu'on est taxé comme en France, puisque c'est un système de crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt français. Un petit mot ensuite sur l'outil juridique qu'on utilise pour ces investissements, la LLC, Limited Liability Company. Et puis enfin, Monsieur Bernachon parlait à juste titre de la surtaxation du capital. Hein, vous savez, l'argument de campagne, il faut taxer le capital comme le travail. Ben, on y est arrivé, mais résultat, les gens n'investissent plus dans les entreprises. Et ceux qui ont des résultats dans leur société les mettent bien au chaud en attendant des jours meilleurs. Donc il y a un moyen par le biais d'une holding, d'investir dans une LLC, là aussi en attendant des jours meilleurs et en profitant justement des opportunités d'achat aux États-Unis. Alors, notion de résidence fiscale aux États-Unis. Donc, est considéré comme résident fiscal américain celui qui a soit une carte verte, soit qui a résidé au moins 183 jours dans le pays, soit, alors là c'est un peu plus précis, vous avez séjourné plus de 30 jours durant la dernière année civile et au moins 183 jours durant cette même année. Donc, comme je vous le disais, oubliez ça, c'est pour la plupart d'entre vous, vous allez être plutôt dans le cas du résident fiscal français, où là, la notion est assez large, puisqu'il suffit qu'une des conditions vous le voyez, soit rempli pour être considéré comme résident fiscal français. C'est-à-dire soit vous avez votre foyer en France, c'est-à-dire le foyer et votre famille, soit vous avez votre lieu de séjour principal
en gros, vous occupez votre logement plus de 183 jours dans l'année en France, soit vous y exercez votre activité professionnelle, soit enfin, vous y concentrez vos intérêts économiques, puis là, c'est très large. Donc, quand l'administration veut vous coincer, elle trouve toujours un motif. Donc, pour être non-résident fiscal français, il faut vraiment partir et être plus de la moitié de l'année ailleurs. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principe de la fiscalité française, c'est une imposition mondiale, c'est-à-dire que vous avez une obligation fiscale illimitée sur vos revenus de source française et vos revenus de source étrangère. Alors, l'exception, c'est l'application des conventions fiscales qui évitent les doubles impositions, et notamment la convention fiscale franco-américaine, qu'on va voir dans le détail, par exemple, au niveau des revenus fonciers. Alors, il faut bien voir, catégorie par catégorie, les différences entre les impôts. Ce qu'il faut d'abord voir, c'est qu'au niveau des revenus fonciers, donc vous avez acheté un bien en Floride ou à Détroit, vous allez le donner en location, vous allez donc avoir d'abord un revenu qui va être pris en compte au niveau des États-Unis, et ce revenu va être déterminé selon les règles américaines. Donc, je passe assez vite là, mais retenez qu'il faut éviter la retenue à la source, puisque vous êtes imposé à 30% sur le revenu locatif, donc cette option n'est pas intéressante. Il faut opter plutôt pour ECI, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'impôt sur les activités commerciales, mais par dérogation, ceux qui ont un bien immobilier aux États-Unis peuvent avoir cette imposition, c'est-à-dire que vous êtes imposé sur le bénéfice net retiré de votre location. Et c'est là qu'on va voir que vous avez des avantages très particuliers sur ce revenu américain. Vous allez pouvoir déduire toutes les charges habituelles que vous avez en France dans le cadre des revenus fonciers, donc les charges liées à la gestion locative, taxes foncières, assurance, intérêt d'emprunt. Par contre, vous avez une spécificité, vous amortissez les murs aux États-Unis. Donc vous passez un amortissement sur 27 ans et demi, ce qui vous fait une dotation annuelle d'à peu près 3,66%. Et ensuite, ça va vous faire sourire, mais c'est vrai, vous pouvez passer un billet d'avion par an, c'est-à-dire que vous êtes investisseur étranger, eh bien, il est normal que vous alliez voir votre bien. Vous voyez, les Américains sont très pragmatiques et très, très concrets. Vous passez votre billet d'avion, vous pouvez passer les frais d'hôtel, restaurant à concurrence de la moitié, etc. Donc, tout ceci ajouté à un abattement de 4 000 $ par foyer. Donc, ce qui fait que dans la plupart des cas, votre revenu déterminé aux États-Unis est non taxable ou très faiblement taxable, parce que si vous arrivez à un bénéfice, vous allez taxer à la tranche de 10%, en général, jusqu'à 17 000 $ par foyer. Alors, ça, c'est le revenu américain, mais comme vous êtes imposable sur un revenu mondial, il va falloir que vous retraitiez ensuite ce revenu américain selon les normes françaises. Et là, s'applique la convention fiscale, qui est particulièrement intéressante, puisqu'on vous consent un crédit d'impôt fictif qui va vous permettre de neutraliser en quelque sorte ce supplément d'impôt dû au revenu américain. Alors c'est un peu compliqué, mais retenez l'essentiel, ce sera en bas de page comme toujours, c'est que vous arrivez à une fiscalité très amoindrie sur votre revenu américain. Et là, à titre d'exemple, et c'est un exemple concret, puisque c'est un client dont on a fait les déclarations l'an passé, qui, sans le revenu américain, aurait un revenu de 167 000 € imposable, et avec 3 parts, paierait un impôt de 38 700 €. Eh bien, supposons que ce client ait un revenu imposable, un revenu net, un foncier, déterminé selon les règles françaises. C'est-à-dire que là, je prends mon loyer, je déduis les charges qu'on me permet de déduire en France, mais bien sûr, plus question d'amortissement, plus question de billets d'avion, plus question de frais de restaurant, etc. On ne déduit que ce qui est autorisé en France. Eh bien, supposons qu'il arrive à un revenu net imposable de 10 000. On rajoute ce revenu à ses revenus imposables de 167 000, il arrive à 177 000. Il aura un impôt brut qui, normalement, est de 42 800, mais c'est là qu'on calcule le crédit d'impôt fictif de la convention fiscale, qu'on va déduire, et on arrive à un impôt net de 40 400. Donc retenez l'essentiel, pour 10 000 € de revenus nets supplémentaires provenant d'un bien immobilier aux États-Unis, vous allez payer un supplément d'impôt de 1 700 € en France. Donc vous voyez une taxation très réduite et qui en général ne dépassera jamais 18%, ce qui est à noter quand vous voyez le taux d'imposition en France sur les revenus fonciers à l'heure actuelle, où on flirte avec les 60%. Alors un exemple. Solange m'a demandé un exemple très concret. Alors, je me suis amusé à prendre comme exemple un achat d'immobilier à Marseille, hein, par hasard, mais ça peut être dans une autre ville de province, bien sûr, à Lyon, par exemple.
Monsieur Bernachon Merci. donne des cours. Un achat d'un T3 à Marseille pour 214 000 €, frais de notaire inclus. Donc un loyer annuel que j'ai pris à 900 € par mois à peu près, ce qui qu'on peut obtenir. Donc ça nous fait un loyer brut de 10 800. Je déduis les charges, j'arrive à 7 560 net, les charges que j'ai réellement payées. Un impôt supplémentaire de 4 150 € dessus. Donc il me reste un disponible de 3 410 €. Donc en fait, par rapport à l'achat de mon bien, j'ai une rentabilité nette, vous voyez, qui est très faible, puisque j'arrive à 1,70%. Supposons que j'ai un peu l'esprit aventurier et que j'achète à la place 4 maisons à Détroit, puisque, vous le verrez, Franck et Antoine vous l'exposeront. À l'heure actuelle, à Détroit, vous achetez des maisons de plus de 100 mètres carrés pour à peu près 50 à 55 000 $. Donc vous achetez 4 maisons à Détroit pour 235 000 $. Vous avez des loyers annuels, et là j'ai été très pessimiste puisque j'ai pris un loyer mensuel d'à peu près 700 $. Or, on s'aperçoit que c'est plus de 800, plutôt 800, 900 $, mais bon, restons très prudents. Loyer annuel 33 600 $. Avec les charges, je descends à 24 900 $. Un impôt global de 6 200 $. J'ai un disponible réel de 18 700 $, c'est-à-dire environ 17 000 €. C'est-à-dire que sur un exemple vraiment basique que j'ai pris, on a une rentabilité qui est multipliée par plus de 5. Alors là, je vous ai exposé l'aspect fiscal. Tout à l'heure, vous entendrez l'aspect économique et financier, l'opportunité, notamment le programme Section 8, c'est-à-dire une rentabilité forte, parce que les salaires sont quand même beaucoup plus élevés aux États-Unis, donc des loyers plus importants, et un programme Section 8 qui fait en sorte que le loyer est abondé par l'État. Et c'est un programme qui ressort des années de crise, de la crise de 29, et que le gouvernement américain a remis en selle du fait des subprimes, pour reloger des familles moyennes, des familles qui ont des enfants, disons, qui vont à l'école, et il fallait absolument les reloger. Donc ils ont réactionné ce programme pour aider ces familles à se reloger, parce que c'était des gens qui étaient blacklistés pendant 7 ans, qui ne pouvaient plus acheter, qui étaient blacklistés des banques. Alors, bien sûr, ne vous affolez pas, pour retraiter le résultat américain et tout ça, vous avez besoin évidemment de conseils. Donc vous avez besoin d'un expert comptable là-bas, dont s'occupe, disons, Antoine Gendre, qui le mandate, qui s'occupe du résultat américain pour voir si vous êtes imposable aux États-Unis et acquitter l'impôt. Ensuite, vous récupérez ce résultat américain et vous le retraitez selon les normes françaises pour établir une déclaration de revenus fonciers, une déclaration 2044. Il faut reporter sur la déclaration globale, la déclaration 2042, ce résultat pour indiquer que vous souhaitez bénéficier de la Convention franco-américaine, plus une déclaration 2047, etc. Donc vous le voyez, il faut faire établir votre déclaration par un professionnel, un CQFD bien sûr, parce que vous risquez de manquer les opportunités de la Convention fiscale franco-américaine. Moi, j'ai vu un client qui s'était trompé juste pour une case. Finalement, il a été imposé 2 fois, quoi. Donc après, allez expliquer à l'administration pour récupérer votre surplus d'impôts, c'est pas toujours évident et ça attire toujours l'attention. Donc, c'est plutôt déconseillé. Donc, tout est prévu, si vous voulez, pour que votre résultat soit bien taxé comme il faut et que vous arriviez à ces taux d'imposition assez réduits qu'on vient de voir. Alors l'impôt foncier, l'équivalent de notre taxe foncière, alors je vous rassure, c'est pas une maison à Détroit, ça, c'est simplement dans la baie de Miami, c'est la maison du président de Pfizer. Vous voyez, ils savent construire des belles maisons aussi là-bas. Le taux de la taxe foncière est de 2% à peu près. Donc vous l'intégrez dans votre rentabilité. Alors les plus-values, je vais passer vite parce que là on n'est plus dans le système que je décrivais tout à l'heure pour les revenus fonciers, on est dans un système tout simple, vous payez un impôt aux États-Unis, en gros maximum 15%, et ensuite vous allez déclarer votre plus-value en France et vous allez retirer, vous allez soustraire de votre impôt final en France l'impôt que vous avez payé aux États-Unis. Donc là, c'est un système plus classique d'imputation du crédit d'impôt, alors que dans le premier cas, pour les revenus fonciers, c'est le système que nous, les fiscalistes, on qualifie de taux effectif, qui est connu par les professionnels. Donc vous voyez, dans notre cas, pour une plus-value de 100 provenant des États-Unis, vous seriez taxé à 15 aux États-Unis et 19% plus CSG en France, donc ça vous fait 34,5 l'IR plus la CSG, moins les 15 des États-Unis, ça vous fait 19,5. Mais vous voyez, une neutralité de l'impôt. Alors l'impôt sur la fortune, désolé, en investissant aux États-Unis, vous n'allez pas vous soustraire à l'ISF. Vous êtes obligé, bien sûr, de déclarer les biens que vous avez en France et dans le monde entier. Bon,
Après, vous voyez si votre bien évolue en valeur, tout ça, tous les ans, bien sûr. Si votre bien double, vous devez déclarer à l'ISF la valeur réelle du bien. Vous avez compris. Les successions. Alors là, vous allez avoir une surprise. Donc, pour un résident français, on a une exonération qui est limitée à 60 000 $ aux États-Unis. Et après, vous payez une taxation de 20 à 40%, alors que vous récupérez après, comme le système des plus-values, je vous rassure. Par contre, surprise, pour les résidents américains, vous êtes exonéré jusqu'à 5 450 000 $ par personne. Donc, vous voyez la différence d'impôt aux États-Unis sur les successions. Alors, mécanisme d'imputation du crédit d'impôt en France, donc pas de problème. Alors, quel est l'outil juridique idéal pour investir aux États-Unis? Là, ce qu'on vous conseille, toujours, c'est de monter, et c'est les services d'Antoine Gendre, justement, qui s'en occupent, une LLC. C'est une structure très souple qui se rapproche beaucoup de la SCI française, donc avec une translucidité fiscale, si vous voulez, transparence, si vous préférez, mais une responsabilité limitée. Alors, attention à ne pas prendre l'option corporation, puisque corporation, ça équivaut à une SARL française où vous auriez l'équivalent de l'impôt société et ensuite un impôt sur la distribution aux personnes physiques. Donc, prenez la formule classique de transparence, translucidité fiscale, ce qui fait qu'on a les mêmes règles qu'on a vues tout à l'heure pour les revenus fonciers qui s'appliquent, et vous bénéficiez à plein de la faible taxation que j'évoquais. Au niveau de l'investissement, donc, soit vous investissez dans le Michigan au travers de votre LLC, soit en Floride, soit dans d'autres endroits. Je crois que, Antoine, tu vas nous décrire quelques autres zones d'investissement, mais retenez surtout à Détroit à l'heure actuelle, vu le prix du marché. Pour le financement, ça, il faut s'adresser à Solange. Bien sûr, pas question d'emprunter aux États-Unis. Il n'y a pas un banquier américain qui va vous prêter. À vous, résidents français, il faut que vous fassiez l'emprunt ici. Soit vous avez du cash et vous investissez directement, soit vous faites l'emprunt en France en faisant garantir cet emprunt par une assurance vie ou par un bien que vous détenez, et à ce moment-là, vous achetez le bien là-bas. Ça ne pose aucun problème. Le bien est acheté par un notaire là-bas. Tout est parfaitement réglé. Donc, vous devenez investisseur français aux États-Unis. Alors, pour finir, je rebondis sur ce que disait M. Bernachon tout à l'heure. Vous savez que depuis, surtout 2012, on a un gros problème de surtaxation des dividendes. Donc, bien souvent, on conseille à nos clients d'attendre justement les jours meilleurs et pour ce faire, d'utiliser à plein leurs réserves financières. Et un bon moyen pour ça, si vous avez l'idée d'investir aux États-Unis, c'est d'apporter vos titres de société à une holding, donc une holding patrimoniale qui sera à l'impôt société, ce qui vous permet de bénéficier du régime mère-fille pour la remontée des dividendes, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas taxés pratiquement lorsqu'ils remontent dans la holding. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser pleinement votre force de frappe financière, c'est-à-dire que si vous avez 100 de dividendes qui remontent, vous pourrez pratiquement utiliser 98 pour investir aux États-Unis. Vous voyez l'effet de levier. Imaginez si vous distribuez les dividendes en bas et que vous voulez investir en tant que personne physique aux États-Unis, vous avez au moins 50% qui passent à l'État. Tandis que là, vous pouvez utiliser pleinement vos dividendes. Après, la LLC, qui devient filiale de votre holding, donne en location les biens en Floride ou dans le Michigan. Et puis, le jour où vous vendez, l'argent revient dans votre holding. Vous aurez parfaitement suivi le régime normal, c'est tout à fait légal. Je n'ai pas inventé l'eau tiède, là. Et vous pourrez distribuer les dividendes le jour où on pense que l'État aura réalisé qu'il vaut mieux attirer un peu plus l'argent vers les entreprises, vu l'état de notre économie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'environnement juridique et fiscal de vos investissements aux États-Unis. Vous voyez, un régime très favorable en matière de revenus locatifs et une neutralité pour les autres régimes, notamment les plus-values ou l'ISF. Alors, je vais passer la parole aux professionnels de l'investissement là-bas, Franck Noguès et Antoine Gendre, qui vont vous expliquer cette fois les opportunités concrètes d'achat aux États-Unis, et puis aussi le programme section 8, là, qui est particulièrement intéressant et qui sécurise vos investissements. Là, merci pour votre attention.